Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Plaidoyer pour la Turquie. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot, Bruno Pequignot et Denis Rolland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Julien Pinol, Projet Manhattan tome 1 et 2, 2011. Florence Sanson, Une femme présidente pour la France, 2011. Philippe Queme, Monnaie bien publique ou Banque Casino, 2011. Elsa Forêt, Christophe Gélaud, Internet, Machine à voter et démocratie, 2011. Alain Zolty, L'espoir citoyen, 2011. Hervé Caudron, Quand les sagesses nous endorment, 2011. Daniel Lago, Le droit international et la guerre, nouvelle édition, 2011. Franck Mistiaen, La richesse n'est pas produite ou essai sur la nature et l'origine de la valeur marchande et la richesse matérielle, 2011. Hélène Hatzfeld, Les légitimités ordinaires, 2011. Ricardo Campa, La place et la pratique plébiscitaire, 2011. Bernard Lavrini, La grande muraille nucléaire du troisième millénaire, plaidoyer pour un bouclier antimissile européen, 2011. Arnaud Cabat, Le commerce équitable face aux réalités locales, l'exemple d'une plantation de Darjeeling, 2011. Christian Savès, Éthique du refus. Une geste politique, 2011. Marie Clouy, Loi et l'agenda du travail décent, un exemple de multilatéralisme social, 2011. Jean-Pierre Salveta. Catherine Izzo. Plaidoyer pour la Turquie. De François Ier à Nicolas Sarkozy. 6 siècles de relations franco-turques. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 588. EAN 9 782 296 555 808. Avoir grand et ne plus craindre la Turquie, l'Union européenne s'obligerait enfin à renforcer son cœur en avançant non plus en crabe, mais tout droit et vite. Bernard Guetta. Libération 21/4/2010. C'est par le pluralisme culturel et religieux que se révèlent, à mon sens, les multiples facettes du pays. Thierry Zarcone. La Turquie moderne et l'islam, Flammarion, 2004. Ouverture. Par Jean-Pierre Salveta. La Turquie a changé. Voilà plus de 30 ans que je l'arpente, du nord au sud et d'est en ouest. De Fossé, cité-mère de Marseille, jusqu'à l'extrême est, et Ani, l'antique capitale arménienne, aux ruines éparses sur un plateau désolé qui dominait la frontière soviétique, que l'on avait à peine le droit de regarder au-delà du ravin. Et près de cette frontière, d'immenses parcs remplis de centaines de chars. Les Occidentaux étaient alors heureux de se sentir protégés sur le flanc sud-est de l'Europe par la seule armée turque. D'Antioche au sud jusqu'à la mer Noire au nord, ces forêts de noisetiers le long d'une côte souvent sévère. La Turquie a changé. Aux charrettes à chevaux non éclairées qui rendaient la nuit les routes dangereuses, ont succédé d'abord des tracteurs aux remorques remplies de paysannes en fichus. Non, ce ne sont pas des foulards islamiques, de puissants 4x4, puis des autoroutes, des nœuds d'autoroutes, un train rapide depuis Ankara, des bateaux puissants qui sillonnent la mer de Marmara. Et Istanbul avec ses quartiers aux architectures ultramodernes et audacieuses et ses hommes et femmes d'affaires, ils sont semblables partout dans le monde. Est-on à Toronto ou à New York? Mais le peuple n'a pas changé. Toujours si hospitalier, curieux de l'extérieur et si souvent de la France. Je me souviens de ce garçon, rencontré près de Sainte-Sophie, tout fier de montrer qu'il apprenait le français dans un album de Tintin.
Comme je me souviens de ces élites intellectuelles qui faisaient leurs études dans les grands lycées francophones. Ils étaient heureux de montrer le portrait du général de Gaulle accroché en bonne place au musée du lycée Galatasaray. Et lorsqu'un président de gauche, François Mitterrand, s'est rendu à Istanbul à l'occasion de la création de l'université de Galatasaray, ils ont cru que l'histoire continuait. Et elle continuait alors. Car de Gaulle avait promis, Mitterrand et Chirac aussi s'étaient engagés sur la voie de l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Depuis, Jacques Chirac est venu en 2010 y recevoir les insignes de docteur honoris causa. Il s'y est exprimé chaleureusement, mais il n'est plus qu'un ex-président et les Turcs savent alors que le gouvernement français n'a pas tenu ses engagements. Comment ne pas s'en indigner ? Le présent des relations entre la France et la Turquie doit s'éclairer bien sûr par le passé, mais réclame aussi une vision. Être visionnaire, c'est le propre des grands. Cela permet d'échapper aux pressions médiocres, à la dictature du populisme et de l'opinion moins aveugle qu'aveuglée. Cela demande aussi du courage. J'ai eu tout le monde contre moi chaque fois que j'ai eu raison. Fait dire Malraux à de Gaulle dans Les chaînes qu'on abat. C'est sur ce chemin, conscient du passé mais soucieux de l'avenir, empreint de réalisme mais étranger aux facilités démagogiques du présent que je veux entraîner mon lecteur. À la lecture du livre Istanbul, carnet curieux de Catherine Izzo, je lui ai demandé d'enrichir mon propos de sa sensibilité et de son empathie pour ce pays qu'elle sillonne depuis plus de 10 ans. Sa Turquie n'est pas nécessairement la mienne, mais nous nous rejoignons dans le message que nous voulons transmettre. Qu'elle soit ici remerciée. Ouverture. Par Catherine Izzo. La Turquie. Ce fut la découverte et la fascination il y a quelques 10 ans, pour Istanbul, ses sons, les sirènes des bateaux, l'appel à la prière, les voix des vendeurs de rue, son bouillonnement et ses jardins de thé à l'abri des mosquées, l'embrassement de Marmara avec la Corne d'Or et le Bosphore, le ballet des cargos, des barques des pêcheurs et des vapours. Ce passage perpétuel et unique au monde, de l'Europe vers l'Asie, de l'Asie vers l'Europe, si proche. Istanbul sous la pluie, palette subtile de gris, la beauté de ses cimetières. Ce fut aussi, ces dernières années, la découverte d'une ville en effervescence, building à l'architecture audacieuse, quartier sans dessus-dessous. Je m'y suis souvent perdu, volontairement, bien loin des grands lieux touristiques, à la recherche d'une ville qui sait être si poétique. Ce fut encore la découverte de l'Anatolie, ses plateaux déserts, les peupliers courbés au vent délimitent les champs, les petits villages, quelques-uns encore aux toits plats de terre, les paysannes penchées dans les champs enveloppées dans les pantalons bouffants à petites fleurs et fichus colorés qui les protègent de la poussière, la longue route qui distille les anciens caravansérails seldjoukides, Iznik, petite ville au bord d'un lac calme et serein, berceau de cette céramique unique aux couleurs veloutées. Les grands sites archéologiques aussi, Éphèse, Troie, Pergame. La mer Noire encore, austère parfois, alternance de montagnes où se nichent les dernières maisons de bois et les petites plages discrètes, la mer Égée accent aigu, plus méditerranéenne et qui n'est pas ma préférée. La Thrace, longue plaine un peu triste, mais au bout de la route, Edirne, ancienne capitale de l'Empire ottoman, à la frontière bulgare aujourd'hui, et l'ultime chef-d'œuvre de Sinan, la mosquée Sélimie. La Turquie. Imprégnée d'un empire ottoman qui comptait 35 pays à son apogée, la beauté fascinante des calligraphies, les arbres centenaires, ses cuisines simples et goûteuses, ses musiques, une langue si chantante. La complexité de ce pays, un islam si particulier dans un pays laïque, un dynamisme économique dans ce pays que l'on s'entête à croire sous-développé. Et les Turcs. Leur accueil unique, leur sourire, leur belle pudeur, leur amitié, leur curiosité pour l'Europe. Ce pays, j'ai eu à cœur de le comprendre et de le connaître. Je le connais un peu. Je sais combien il aspirait, à appartenir à l'Europe. Il attend, sans doute un peu découragé aujourd'hui, que nous lui ouvrions nos portes. Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Peur, toujours mauvaise conseillère ? Ignorance ? Négation d'une histoire commune ? C'est ce que, avec Jean-Pierre Salvetta, nous avons voulu raconter. Nous avons fait le choix d'utiliser l'alphabet latin turc. En dehors des lettres A, B, D, F, I, J, K, L, M, N, O, P, R, T, V qui se prononcent comme en français, voici la prononciation des lettres qui diffèrent des nôtres. C = DJ.
Chi égale TCH. E égale E comme dans été. G égale G comme dans gâteau. G égale ne se prononce pas ou allonge une voyelle qu'il précède. H est toujours aspiré. I égale I sans point se prononce à peu près comme dans œuf. E égale U. S égale CH. U égale OU. U comme dans usuel, Z se prononce toujours comme dans bazar, S se prononce toujours comme dans savoir, I se prononce comme dans caillou. Le grand paradoxe. Les relations franco-turques de François Ier à Nicolas Sarkozy. Et si l'on commençait par la fin? Par cette phrase si souvent reprise du président de la République française, si la Turquie était en Europe, cela se saurait. 1. Au-delà de l'assurance et de la légèreté qui s'y expriment, elle révèle un grand paradoxe. Comment, en effet, mettre en doute l'européanité de la Turquie alors même qu'elle a, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, signé un grand nombre de traités et d'accords qui affirment le contraire? Dès l'année de sa création en 1948, elle adhère à l'Organisation européenne de coopération économique, OECE, devenue depuis l'OCDE. En 1949, elle devient membre du Conseil de l'Europe. Celui-ci est d'ailleurs présidé par un Turc, Mevlut Cavusoglu depuis le 1er janvier 2010. Elle adhère à l'OTAN en 1951, alors que cet organisme, hormis les États-Unis et le Canada, n'accueille que des pays européens. Elle signe avec l'Union européenne en 1963 les accords d'Ankara, qui prévoient en leur article 28 l'ouverture sur une future adhésion. Ils ont été complétés en 1970 par la signature d'un protocole additionnel sur la libre circulation des personnes et des capitaux, et la volonté d'établir des relations étroites et durables. La Turquie est liée à l'Union européenne depuis 1995 par un traité d'union douanière, qui institue une abolition tarifaire totale et réciproque des droits de douane sur tous les produits industriels et sur la part industrielle des produits agricoles. Elle participe à des programmes militaires européens et à l'Eurocorps depuis 2002. Enfin, les décisions de la justice turque sont soumises à la Cour européenne de justice. Et il y a aussi la « vraie vie » sociale, culturelle ou sportive de l'Europe, et la Turquie y participe largement. Le club Galatasaray a remporté la Coupe d'Europe de football en 2000 et toutes les équipes et sportifs turques participent aux compétitions européennes. Et cela ne gêne personne que la Turquie, à ce propos, fasse partie de l'Europe. Les fédérations de loisirs et syndicales de Turquie sont membres des fédérations européennes. Personne ne s'en étonne. Et ce n'est certes pas le moins symbolique, Istanbul a été choisie comme capitale européenne de la culture en 2010. Elle a dû mettre en évidence le rôle qu'elle a joué dans la constitution de la culture européenne. Qui s'en est ému? Personne. Ces divers aspects, confrontés à la phrase pleine de certitude et aussi de désinvolture de Nicolas Sarkozy, mettent en lumière une incompréhension, voire une totale méconnaissance des réalités géographiques, géopolitiques, économiques, culturelles et historiques. Un prononcé à Paris le 18 décembre 2004. Première partie. 6 siècles de relations diplomatiques, culturelles et commerciales FRANCOTURQUES. Si nous trouvons trace en Orient des premiers voyageurs francs à partir du XIe siècle, lors des croisades, ils représentaient bien sûr la chrétienté. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle que des voyageurs de langue française se rendent sur les terres ottomanes envoyés par leur suzerain. C'est au XVIe que leur influence devient prépondérante grâce à des accords diplomatiques et commerciaux sur lesquels nous reviendrons plus tard, et c'est à partir du XVIIIe que la langue française s'imposera comme première langue étrangère. Certains de nos philosophes des Lumières deviendront ainsi, presque naturellement, source d'inspiration de toutes les réformes ottomanes puis turques. Le premier grand voyageur de langue française est Bertrandon de la Broquière que le duc de Bourgogne, au XVe, envoie en Orient pour le représenter. Ce personnage résolu, hors du commun et entreprenant, grand voyageur, parcourt, après la Palestine, l'ensemble de l'Empire ottoman lors d'un long voyage qui l'amène de Damas à Belgrade. Accepté dans une caravane venant de la Mecque, à condition de s'habiller à la mode turque, il noue des relations d'amitié avec les caravaniers et rejoint Constantinople par Antioche, Konya et Brousse II. À Andrinople,
Il rencontre le nous emploierons le nom de Constantinople jusqu'à la fin de l'Empire ottoman puis celui d'Istanbul. De même pour Smyrne et Izmir, Brousse et Bursa, Andrinople et Edirne. Sultan Murat III. Il apprend le turc et sera l'auteur du premier lexique dans cette langue. Le XVIe siècle, socle des rapports franco-turcs. C'est au cours de ce siècle que s'établissent entre le Royaume de France et l'Empire ottoman des relations qui seront le socle de tous les rapports ultérieurs avec l'Empire et la République turque qui lui succéda. À la fin du siècle précédent, le sultan Bajazet II envoie un émissaire auprès de Louis XI pour lui proposer une alliance. C'est la première fois dans l'histoire de ces deux pays. Louis XI use de son influence pour obtenir la libération du frère du monarque ottoman, otage des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, mais il meurt peu après et son successeur Charles VIII ne peut répondre à cette demande d'alliance, le prisonnier ayant entre-temps été cédé au pape. Il faut attendre les règnes de François Ier et de Soliman dit le Magnifique pour les Français et le Législateur pour les Turcs. Pour l'anecdote, rappelons qu'ils sont nés tous deux en 1494, pour voir les rapports franco-ottomans se conforter, sur fond de bouleversement de l'équilibre politique européen. À l'ouest, du fait de l'héritage par Charles de Habsbourg d'un vaste empire comprenant l'Espagne et l'Autriche, et à l'est, de la pression exercée par les Ottomans aux frontières de l'Europe orientale puis centrale. Quant à la papauté, elle voit sa souveraineté politique décliner et tente de fédérer les princes chrétiens contre le turc. C'est en vain qu'elle essayera de rallier le roi de France. Soliman, afin de favoriser l'expansion ottomane dans les Balkans et pour tenter de reconquérir les territoires de l'ancien Empire romain d'Orient a donc tout intérêt à lier une alliance avec François Ier dans leur lutte commune contre les Habsbourg et leurs alliés. C'est le début d'une entente qui, au-delà de la diplomatie, ira jusqu'à un respect profond entre les deux hommes. Et nous le verrons plus loin, une source de connaissance mutuelle de ces deux cultures. Ainsi, en 1525, François Ier, emprisonné après la bataille de Pavie, confie au gentilhomme hongrois Frangipani une lettre à Soliman. Lettre qu'il dut, étant sur les terres de Ferdinand de Habsbourg, cacher dans une de ses bottes. À l'occasion du problème posé par la succession du roi de Hongrie, François Ier y invite le sultan à une alliance contre les Habsbourg. Frangipani rapporte à François Ier en 1526 une lettre amicale de Soliman dans laquelle il appelle François Ier, son frère. Et sa mission se conclut par la campagne ottomane en Hongrie. En 1528, Antonio Rincón, négociateur discret, lui succède dans ce rôle de diplomate occasionnel et la politique orientale de la France devient essentiellement ottomane. En 1532, au cours d'une nouvelle mission, Rincón est reçu à nouveau par Soliman à Belgrade puis retourne en Orient en 1534. Il rend ensuite visite en Afrique à Barberousse, grec converti et chef de la marine ottomane. En 1535, Jean de la Forest devient le premier ambassadeur officiel de la France auprès de la Sublime Porte III et se rend à Constantinople avec un extraordinaire personnage, Guillaume de Postel, que nous retrouverons plus tard. Avant de rejoindre la ville, La Forest fait un détour pour rendre visite à Barberousse à Tunis, personnage incontournable, on l'aura compris, de l'expansion ottomane en Méditerranée. C'est au cours de cette ambassade qu'est signé le premier accord de capitulation avec le sultan, donnant ainsi à la France des privilèges dans les domaines religieux, juridiques et commerciaux et assurant à son représentant la préséance sur les autres ambassadeurs. On appelle communément Porte ou Sublime Porte le siège du pouvoir ottoman. Sur le plan militaire, une collaboration franco-ottomane s'engage. Rincón puis La Forest participent à l'organisation d'opérations navales, en particulier avec Barberousse à la tête d'une flotte moderne et puissante et personnage essentiel de cette alliance. Les deux flottes s'associent dès 1536 le long des côtes espagnoles. Les navires de François Ier rejoignent ceux de Barberousse en Italie puis hivernent à Constantinople en 1537. En 1543, Français et Ottomans assiègent ensemble Nice, ville sous la domination d'un allié de Charles Quint. Après avoir débarqué à Antibes, la flotte ottomane hiverne à Toulon. Sur le chemin du retour à Constantinople, elle ravage les côtes des alliés siennois et napolitains des Habsbourg. En 1546, Escalin des Aymars dit capitaine Paulin, envoyé du roi,
Daramon reste auprès de Soliman tandis que capitaine Paulin s'embarque sur les galères de Barberousse. Leur flotte attaque les côtes italiennes, la Corse et la Sardaigne. Dans le même temps, Daramon est reçu par Soliman avec une suite imposante d'intellectuels, théologiens, scientifiques, narrateurs des pays visités et artistes qui vont faire franchir un pas essentiel à la connaissance du Levant par la France. Guillaume Postel nous l'annonce d'ailleurs dans le chapitre 1er des Histoires orientales. Bien qu'il y ait sur terre de nombreux peuples, je juge qu'il est plus que tout autre peuple nécessaire d'exposer à la chrétienté la connaissance de celui-ci. 4. Ce seront les premiers orientalistes. Arrêtons-nous un instant sur ces hommes remarquables. Guillaume Postel, dont c'est le second voyage, est un autodidacte qui parle latin, grec, hébreu, à peu près toutes les langues européennes, ainsi que le turc et l'arabe. Fou pour les uns, génie pour les autres, ce prêtre et théologien est passé des plus hautes protections aux disgrâces et se croyait missionné pour préparer la concorde des hommes et des religions. Il fut surtout le premier exemple de tolérance entre chrétiens et musulmans. Si ces ouvrages font bonne place à ses préoccupations religieuses, ils sont plus intéressants encore par ses descriptions des Turcs et de l'Empire ottoman qu'il considéra avec une surprise mêlée d'envie et d'admiration agacée. Il décrit par exemple l'armée avec beaucoup de détails et d'objectivité, ou le Turc dans sa vie quotidienne, qu'il qualifie des hospitaliers, propres, disciplinés, modestes, et qu'il juge dans de la République des Turcs, supérieur aux chrétiens dans le respect de la justice et la fidélité à la parole. Pierre Belon, une des personnalités scientifiques les plus importantes du XVIe siècle, père de l'anatomie comparée, ami de Ronsard. Il suit l'ambassade auprès du sultan et parcourt les provinces de l'Empire de 1546 à 1549. Il publie d'importants ouvrages sur l'histoire naturelle, l'archéologie, l'ethnographie et les mœurs. Jérôme Morand, prêtre, embarqué sur les galères de Barberousse, est le témoin oculaire d'opérations navales qu'il qualifie des un peu brutales, le long des côtes italiennes. Il nous a laissé des descriptions très précieuses de la ville de Constantinople. Antoine Guiffroy écrit un état de la cour du Grand Turc du plus grand intérêt historique, géographique et ethnographique. Jean Chénaud, chargé d'affaires auprès de la Porte et secrétaire Daramon, rédige le voyage de M. Daramon. Pierre Gilles, humaniste et ami de Rabelais, quant à lui, suit l'armée de Soliman jusqu'en Perse et sera pionnier en matière d'histoire, d'archéologie et de topographie. Nicolas de Nicolaï, enfin, artiste, dessinateur et graveur, fera connaître l'Empire avec ses portraits de personnages ottomans empreints de pittoresque et de vérité. La concorde franco-ottomane se poursuit avec Henri II après la mort de François Ier, en 1547. Gabriel Daramon est renvoyé en Orient. Il accompagne le sultan pendant la campagne de Perse où il devient même le conseiller de l'artillerie turque, au bord du lac de Van. En 1551, nous retrouvons le capitaine Paulin qui, avec les Ottomans, investit Tripoli et participe aux campagnes navales de 1552 en Italie du Sud et de 1553 en Corse. Retenons enfin, à la fin de ce siècle, outre les représentants du roi de France, la longue présence à Constantinople du flamand Ghislain de Resbec qui loue la discipline, la priorité du mérite sur la naissance, l'absence de phénomène de classe et le sens de la solidarité des Turcs. On dit aussi qu'il rapporta en Europe la tulipe, le lilas et le marronnier. L'étude de la langue turque, qui s'approfondira au XVIIe siècle, nous y reviendrons, débute au cours de ce siècle durant lequel apparaissent les premiers dictionnaires et grammaires, Postel, Savary de Brève, et l'encyclopédie d'Herbelot. François Ier lui-même avait d'ailleurs encouragé ces études en mettant en place l'enseignement des langues orientales au Collège royal, et suscité la collecte de manuscrits orientaux à la suite de la création de la Bibliothèque royale. Il adressera en ce sens en 1546 une lettre à Yunus Berg, grec converti à l'islam, qui avait établi des liens privilégiés avec les premiers diplomates français, et fut le premier des interprètes officiels dont le rôle et la formation vont se préciser au siècle suivant. Ces auteurs du XVIe siècle sont peu accessibles et peu connus. Guillaume Postel éveilla néanmoins l'admiration de Michelet et cette réflexion de Jacques Rollet, seul traducteur actuel de Postel. À l'heure où les frontières s'ouvrent, encore trop lentement face au nationalisme et intégrisme de tout poil, où l'on parle d'Europe élargie, à lui de laquelle frappent les Turcs ou d'autres descendants de ceux que sut souvent apprécier Postel, ne serait-il pas temps de les accueillir 5. Ces réalités diplomatiques et militaires,
culturelle et religieuse démontre avec force comment se sont nouées des relations privilégiées et durables entre la France et l'Empire ottoman. Au-delà de conceptions religieuses différentes, le souverain très chrétien et l'apostrophe ombre de Dieu sur terre ont pu, au nom d'intérêts communs, collaborer, se connaître et surtout se respecter. Le XVIIe, le déclin de l'Empire et les tergiversations françaises. Au cours de ce XVIIe siècle, les relations franco-ottomanes évoluent dans des conditions bien différentes de celles du siècle précédent. La France est fragilisée par les guerres de religion et des problèmes intérieurs. Sa politique étrangère s'en ressent et apparaît désorganisée. Certains ambassadeurs français comme Jean de La Haye se retrouvent parfois dans des conditions délicates. Des navires français ayant détourné des marchandises destinées au sérail et des Français ayant aidé Venise dans la guerre de Crète, il doit quitter Constantinople sans prendre congé. L'Empire ottoman de son côté connaît ses premiers revers: échec du siège de Vienne, révolte des janissaires, assassinat du grand vizir, début de soulèvements dans les provinces. Compte tenu de ce contexte, il n'y a plus d'opérations militaires communes et les rapports diplomatiques sont parfois difficiles. Ils reprendront cependant, petit à petit, un cours normal. Le fils de Jean de La Haye, Denis, lui succède avec instruction de Louis XIV de raviver l'alliance franco-ottomane. Il parvient à nouer d'excellentes relations avec le grand vizir qui, souhaitant lui aussi rétablir l'ancienne concorde dans une conjoncture militaire difficile, envoie en France un représentant, Souleymane Aga, qui sera reçu par le roi. Son voyage n'a pas beaucoup de conséquences, sauf à faire connaître le café en Europe. Souleymane Aga revient à Constantinople sur le navire qui y amène le nouvel ambassadeur de France, Charles-Marie Ollier. Celui-ci a été chargé par le roi de conclure un nouveau traité de capitulation, qu'il ne devait obtenir qu'avec difficulté en 1673. Pendant son ambassade, Charles-Marie Ollier entreprend un grand voyage en Asie mineure, en Grèce et les îles, accompagné d'Antoine Galland, personnage important pour la connaissance de l'Orient dont Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.